Je me sentais mal en fait de plus pouvoir rien faire, de plus être comme avant, de plus être, effective, on va dire ça comme ça. Donc Ouais. je culpabilisais beaucoup sur ça. J'osais même pas en fait faire des trucs que j'aime parce que, bah, déjà j'avais plus envie de rien et même quand parfois je me disais: «Je vais quand même, faire ça parce que j'aime bien faire ça», je le faisais pas parce que enfin je le faisais mais je culpabilisais. Donc je le faisais pas longtemps parce que je me disais: «Oui mais normalement je devrais être en train de travailler». Bonjour à tous, bienvenue sur Le Standard. Je suis Loli, psychopraticienne et je suis en compagnie de Tease. Et nous allons Bonjour. parler aujourd'hui du burn-out. L'émission a pour but en fait de vous aider, de vous accompagner, de vous donner des informations, sur certains thèmes, notamment psychologiques puisque c'est mon métier et donc voilà, on sera donc avec Tease et on va parler aujourd'hui C'est du moi. burn-out. Enchanté. Enchanté. Heureusement qu'on Ok. a la régie quand même. Et du coup, du coup, le burn-out aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu sais ce que c'est? Comment tu te le représentes toi? Alors. Non, alors, parce que la vision que j'ai du burn-out, c'est. Pour moi, c'est un trop-plein de choses dans ta vie qui te prennent la tête et qui, au bout d'un moment, à force de forcer sur certaines choses et à force de refaire tout le temps la même chose et de jamais lâcher, en gros, de jamais te poser, pour moi, à un moment, ça dépasse les bornes et tu sais plus où t'en es et t'as plus envie de rien, je sais pas. Moi, c'est la vision que j'ai, après, je sais pas du tout. Bah, en fait, le burn-out, c'est un épuisement généralisé, en fait. La définition de la Haute Autorité de Santé, je vais lire la définition telle qu'elle est écrite, dans le petit communiqué, qu'ils ont fait. Alors, le syndrome d'épuisement professionnel, équivalent en français du terme anglais burn-out, se traduit par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement, prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. C'est un épuisement Ok. généralisé, donc à tous les niveaux, physique, émotionnel et mental. Donc mental, entendu psychologique évidemment. Évidemment, il y a des manifestations. Donc moi, je suis psychopraticienne, je ne peux pas diagnostiquer le burn-out, mais je peux quand même supposer qu'il y en a un et donc proposer à mes patients d'aller voir leur médecin qui, lui, pourra poser le diagnostic en lui-même. Ok. Moi, ce que je repère, c'est vraiment donc c'est ces syndromes-là, genre des manifestations émotionnelles qui se traduisent par l'anxiété, tension musculaire diffuse, tristesse de l'humeur, manque d'entrain, irritabilité, hypersensibilité, absence d'émotion. Il y a pas forcément tout, mais c'est ces traits-là qui sont repérés. Ok. Au niveau cognitif, ça va être les troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration et des fonctions exécutives. C'est-à-dire, comme tu es épuisé, bah, tu n'arrives pas à tout ne fonctionne pas correctement. Tu vas avoir beaucoup plus de trous de mémoire, tu vas avoir tendance à te cogner, enfin, Ok. voilà, d'où le trouble de l'attention et de la concentration. Bah, rester longtemps sur la même chose, c'est extrêmement fatigant. Et bon, les fonctions exécutives, je ne vais pas les détailler. Ensuite, il y a au niveau comportemental, je lis littéralement ce qui est écrit. Donc, au niveau comportemental ou interpersonnel, ça se traduit, le burn-out se traduit par un repli sur soi, isolement social, comportement agressif, parfois violent, diminution de l'empathie, ressentiment et hostilité à l'égard des collaborateurs ou comportement addictif. Évidemment, il n'y a pas tous ces signes, hein. Il y en a quelques-uns dans le lot, mais c'est l'ensemble de tout qu'on peut dire où on peut dire que c'est un burn-out. Ensuite, il y a les signes motivationnels ou liés à l'attitude. Donc, il y a le désengagement progressif, la baisse de la motivation et du moral, effritement des valeurs associées au travail, doute sur ses propres compétences, remise en cause professionnelle, dévalorisation. Ça, c'est ce qu'on repère assez le plus rapidement. C'est vraiment la personne, elle se sent. Ce qui est vraiment entendable dès le début, c'est vraiment l'épuisement. Ça, c'est l'épuisement. Et du coup, physiquement spécifique, donc asthénie, c'est une fatigue généralisée, c'est une grande fatigue. Trouble du sommeil, trouble musculo-squelettique, diplombalgie, cervicalgie, donc mal dans le dos, mal dans la nuque, enfin mal dans les cervicales, crampes, céphalée, vertige, anorexie, troubles gastro-intestinaux. Ok. Donc il y a pas mal de
Et donc quand vous ressentez un peu tous ces symptômes-là, l'idéal, c'est d'aller consulter assez rapidement. Ouais. Le problème dans le burn-out, c'est qu'on s'en rend compte, c'est déjà trop tard. On est déjà dans la phase d'épuisement et la seule façon, et d'ailleurs c'est marqué dans ce qui peut vous amener au burn-out, donc c'est l'intensité et l'organisation du travail, donc surcharge de travail, imprécision des missions, objectifs irréalistes, des exigences émotionnelles importantes, avec confrontation à la souffrance, à la mort, dissonance émotionnelle. C'est pour ça qu'on en retrouve pas mal dans le milieu hospitalier, parce qu'ils sont confrontés à tout ça. La souffrance des patients, leur décès. Et du coup, des fois, quand c'est trop, ils finissent par ne plus rien ressentir, en fait. Mais ça ne se retrouve pas que là-dedans, évidemment. Hein. Il y en a dans d'autres corps de métier pour d'autres raisons. Autonomie et marge de manœuvre. Soit c'est trop cadré et du coup on n'a pas assez de liberté de penser à ce qu'on fait et du coup on n'a pas assez d'autonomie et ça, souvent c'est comme on est dépendant de ce qu'on nous demande de faire, on n'a pas c'est très pesant en fait. Ensuite il y a les relations dans le travail, conflits interpersonnels, manque de soutien du collectif de travail, management délétère. Ensuite, il y a les conflits de valeurs. Quand on fait un métier qui ne correspond pas à nos valeurs, c'est lourd aussi. Et l'insécurité de l'emploi, quand on a peur, quand on sait que la personne, enfin que notre entreprise ou l'endroit où on travaille peut nous virer à tout moment, bah ça. C'est là, s'il y a un peu de tout ça, on tombe beaucoup plus rapidement en burn-out, voire même parfois en dépression. Parfois, on a les deux aussi. Donc, la seule prescription à faire quand on est en burn-out, c'est l'arrêt de travail. C'est vraiment de s'arrêter de travailler, de se reposer à fond, de faire des activités qui nous plaisent, mais surtout de se reposer, de dormir. C'est vraiment la seule manière de sortir du burn-out. Et évidemment, de voir, si possible, un professionnel, type psychologue, psychiatre, ou son médecin si on est suffisamment en confiance, mais l'idéal, c'est quand même un psychologue qui sera quand même plus formé, ou un psychiatre. Même si, Ou on bon, peut les aller voir psychiatres Loli. restent des médecins. On peut aller Ou voir moi, Loli si vous aussi. voulez, Voilà. évidemment. Évidemment, j'ai déjà même plusieurs patientes que j'accompagne qui sont en burn-out, donc je connais un petit peu le sujet. Il faut aussi préciser, parce que c'est pas forcément marqué, là c'est axé sur le travail, mais on peut voir aussi le travail au sens large. C'est-à-dire que les personnes, par exemple les femmes au foyer ou hommes au foyer, qui sont en charge du foyer familial, on peut retrouver aussi le burn-out. Je connais surtout le sexe par rapport aux femmes, la charge mentale qui leur est déchue. Si elles ont tout à charge, elles peuvent très bien tomber en burn-out. Hein. Et elles sont épuisées, elles n'arrivent plus à gérer leurs enfants, leurs compagnons, leur ménage, et ça devient aussi extrêmement compliqué. Et si par-dessus ça, elles travaillent, enfin, ce qui est aussi terrible dans le burn-out, c'est que ça se propage. Ça se met pas que au niveau du travail. Il y a des conséquences aussi au niveau de la famille et au niveau de soi et de comment on se ressent nous. Donc, c'est pour ça que c'est pas à négliger. Et vous avez toutes les ressources de cette page par la suite. D'accord, merci Loli. Je vous en prie. Enfin, je t'en prie plutôt, pourquoi vous? Enchanté. Pas vous. En fait, si vous, toi Oui, et notre public. Et du coup, moi j'ai une question, parce que comme je ne Oui. connais pas trop là-dessus, comment tu sais quand tu es en burn-out? Vraiment? Est-ce que tu peux l'auto-diagnostiquer ou t'es... Dans l'idéal, vaut mieux. Tu peux toi t'en douter quand tu ressens vraiment un état de fatigue. Mais en général, les personnes qui sont en burn-out, en fait, brûlent littéralement leur énergie, qu'elles sont juste à bout et elles sont à cran. Et c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Mais ce qui est similaire dans tous les cas, c'est un état de fatigue assez conséquent. C'est vraiment, on est épuisé, on est très sensible, on peut se mettre à pleurer pour pas grand-chose ou s'énerver pour pas grand-chose. Et on a le sentiment d'arriver à rien. C'est pas de la dépression, parce que la dépression, c'est encore autre chose. D'accord. La dépression, c'est vraiment un état qui se fait sur la durée aussi, mais on peut être fatigué, mais c'est pas la même type de fatigue. Là, c'est vraiment, on n'en peut plus. La dépression, c'est juste qu'on n'a plus envie de rien, il y a rien qui nous motive. C'est presque variable d'une personne à l'autre, mais en gros, c'est ça. Alors que le burn-out, c'est vraiment, on est épuisé, on n'en peut plus. C'est souvent ça qui revient dans le discours. J'en peux plus, je suis fatiguée, j'arrive plus à bosser, j'arrive plus à faire ce que j'ai à faire, j'y arrive plus. Alors que dans le discours d'une personne en dépression, ça va être
Il peut y avoir les 2, hein, quand la personne elle est à la fois en dépression et en burn-out. Dans la dépression, la personne elle va vraiment être, dans la dévalorisation d'elle-même. Je suis nulle, je suis bonne à rien, j'arrive à rien, je suis une incapable, je dis une parce que, voilà, je suis une femme cis, donc voilà. Mais ça c'est valable aussi pour les hommes et ça se retrouve dans enfin, il y a pas de genre au burn-out, hein. C'est juste que les symptômes seront différents, un petit peu. D'accord. Et vraiment, genre, à quel moment où tu sais qu'il faut aller voir un médecin et que c'est pas juste une petite phase où Quand ça t'en dure. peux plus. Ok, Quand vraiment. ça dure, ça fait par exemple, des semaines qu'il y a une charge de travail énorme ou l'impression qu'il y a quelque chose de massif, qu'on est extrêmement sensible, qu'on est vraiment pas bien quoi, qu'il y a désolée, je cherche mes mots, mais c'est vraiment ressenti personnel et le problème quand on est en burn-out, c'est qu'on n'est pas attentif à ce qu'on ressent dans ces moments-là. Donc c'est les autres qui vont nous dire plutôt, «Oh tu as l'air fatigué, est-ce que tout va bien?» Ou qui vont nous dire: «Punaise, mais tu bosses beaucoup trop, fais une pause» et nous, enfin, quand on est dans le burn-out, on va dire, «Ah non, non, mais il faut que je le fasse, tu te rends pas compte, il compte sur moi, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça» et en fait, on se met les personnes en burn-out se mettent une pression énorme et poussent le bouchon jusqu'à ce qu'il s'écroule et s'écrouler, ça peut être, ils vont se blesser, plus ou moins gravement ou ils vont tomber très souvent malades. Alors que d'habitude, ils ont une bonne santé. Là, ils vont être beaucoup plus malades, beaucoup plus en fait, le corps va dire de lui-même: «Stop» et il va t'arrêter Ok, d'office. ok, ok. Et avant d'en arriver là, c'est bien de reconnaître les signes précurseurs. Donc vraiment, quand on se sent fatigué, qu'on a l'impression qu'on a vraiment beaucoup de travail, et qu'on n'arrive pas à suivre le rythme aussi. Si ça dure une semaine, ça peut le faire. Mais quand ça dure dans le temps, que ça c'est pas juste une semaine, que ça fait 2 semaines, 3 semaines, voire des mois que ça dure, c'est là que le burn-out intervient. Si c'est sur une période courte, ça passe, c'est transitoire, et ça va. Mais quand ça dure vraiment sur le temps, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Ok, ok, bah merci, merci pour ça. Et je t'en prie, mon métier. Et donc du coup, pour, revenir, au burn-out, dans notre émission, on a proposé à une personne de venir témoigner. Cette personne s'appelle Vaillante. Enfin, elle nous a demandé de la nommer que de cette façon-là. Vaillante, bonjour, Bonjour, bienvenue dans l'émission. merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous raconter ta situation, Ma situation de actuelle? actuelle ou celle passée? Enfin, parce que tu m'avais dit c'est vrai que tu m'avais dit, avant l'émission que tu avais vécu, plusieurs, périodes de burn-out. Donc Oui, si tu veux nous en parler, et nous dire comment tu les as vécues et comment tu t'en es sortie, si tu en es sortie évidemment. OK. Alors, déjà ma situation actuelle, bah, je viens d'avoir 26 ans, donc je suis quand même, on va dire relativement jeune, mais déjà j'ai envie de faire du coup tout de suite une petite parenthèse sur ça. Mmh mh. C'est qu'il faut savoir qu'en fait, peu importe l'âge, en fait, on peut faire un burn-out. Bon après je dis pas peut-être pas quand on a 4-5 ans parce que bon voilà, là on est vraiment très, très jeune et encore, donc voilà, je suis pas médecin, je peux pas trop savoir. Mais vraiment en fait l'âge est pas à prendre en compte. On peut être, Oui, c'est vrai. jeune et faire un burn-out quand même en fait. C'est vraiment ça dépend d'une personne à l'autre, ça dépend des situations, Bah, ça dépend de la heu, charge en fait, de voilà, la c'est charge ça. émotionnelle, ou de travail qu'on a et oui, tu as tout à fait raison de le signaler parce que j'y ai pas pensé non plus. Mais c'est vrai que l'âge n'a pas d'importance. On peut être adolescent et faire un burn-out quand même parce que, beaucoup de choses à gérer, que ce soit aussi bien dans les études que, dans la sphère privée. Donc C'est ça mmh, exactement et du coup, ma situation actuelle, bah, pour l'instant je suis en arrêt parce que, bah, j'ai refait un burn-out parce que j'en suis pas à mon premier. Mais sinon j'étais comptable, enfin j'ai toujours été comptable, ça a été mon 1er métier et du coup qu'est-ce que je pourrais dire, concernant mon premier burn-out? Donc déjà, il faut savoir que j'en ai fait 3. Enfin là j'en suis à mon 3e, mais en fait, je dis 3 parce que j'ai été 3 fois en arrêt, mais en fait c'est le même parce que c'est juste qu'en fait il a pas été guéri correctement ou pris en charge correctement. C'est d'ailleurs une pa en partie un peu de ma faute, mais je m'expliquerai après pourquoi et du coup, bah,
en gros, ce burn-out est revenu et là, il revient pour la 3e fois, en fait. Et donc la première fois que c'est arrivé, c'était en octobre 2021, si je dis pas de bêtises. Ensuite, bah, du coup, je me suis mise en arrêt pendant 1 mois. J'expliquerai comment ça s'est Ouais, passé, les hein, mais détails plus tard. je vais D'accord. d'abord donner la période, comme ça on voit plus ou moins, les périodes de temps. Et donc je me suis mise en arrêt 1 mois et demi, je sais plus. Et en fait, comme Loli l'a dit, au début, les gens ont tendance à se dire, «Bah, c'est bon en fait, je peux y retourner, je peux retourner faire ce que je veux et ça y est en fait, on va mieux». Mais en fait, le burn-out, c'est un peu plus vicieux que ça et donc bah, moi du coup, j'ai fait l'erreur de me dire enfin j'ai fait l'erreur. C'est pas vraiment une erreur en soi, hein, mais je me suis dit: «Bah, c'est bon, je peux retourner au travail et de toute façon, je dois retourner au travail, c'est essentiel». Alors que, bah, pas du tout. Du coup, j'y suis retournée pour finalement refaire un burn-out, en mars, je crois, mars 2022. Donc vraiment de octobre à mars enfin de octobre 2021 à mars 2022, il y avait pas beaucoup de mois d'écart. Mais parce qu'en fait, comme c'était pas du tout, bien guéri, c'est revenu aussi sec, en fait. Ça, faut vraiment bien se le mettre en tête, c'est que si on le prend pas en charge sérieusement, ça revient, très rapidement, en fait. Faut pas se voiler la face. Et du coup, bah, là, pareil, j'ai eu 1 mois, 2 mois d'arrêt, je sais plus et je suis retournée au travail mais bah, voilà, de nouveau là, on est enfin, du coup, c'était On est en en juin. mars. Ouais, Ouais, on est en juin mais moi, j'ai commencé mon arrêt du coup en mars, le 31 oui, mars c'est ça. 2023. Mmh. Donc là, il y a eu 1 an d'écart parce qu'entre-temps, il faut savoir que j'ai changé de travail donc ça a un peu changé aussi mes conditions de travail et cetera. Donc j'avais mis un peu le burn-out de côté, c'était pas pareil, j'avais moins de responsabilités parce que je commençais le travail. Donc en fait, c'était presque encore plus vicieux parce que du coup, je me rendais vraiment pas compte qu'en fait mon burn-out n'était pas soigné parce que, bah, les conditions étaient un peu différentes, un peu moins de pression et cetera. Mais petit à petit, en fait, la fatigue revenait quand même et j'ai fini par du coup refaire reprendre mon burn-out en fait. Pas en refaire un, mais le reprendre. Après comme j'ai dit, si vous avez des questions, vous m'arrêtez, hein, parce que moi une fois que je suis lancée, je Non, mais on j'y te vais, hein. c'est ton témoignage, donc c'est important que tu aies la Moi, liberté, en fait, de t'exprimer comme tu le c'est- ressens. Ah, moi, vas-y, j'avais si tu as une une question, question. Mathilde. Ouais, Dis-moi? à un moment, t'as dit bore-out, c'est ça? Ou t'as dit burn-out? Ah Non, oui, j'ai c'est vrai, bien j'ai dit pas parlé de burn-out, mais c'est Burn-out? vrai que Parce qu'il me le semble qu'il y avait... burn-out bore-out, Ouais, ouais. oui, oui, ça existe aussi Mmh. et je crois en avoir fait d'ailleurs un petit peu aussi, mais pour l'instant, je suis restée sur le burn-out. Je me suis dit que c'était mieux d'avoir une ligne, Bah, ok. pour Loli, faire, tu pourras nous expliquer oui, c'est ce que Ouais, j'allais faire, ok, ça va. justement. Parce que je sais pas du tout la différence. Bah, en fait, c'est les symptômes sont un peu similaires, sauf que dans le bore-out, c'est qu'on s'ennuie. Bore, ça veut dire, c'est s'ennuyer en anglais, et c'est vraiment c'est qu'on s'ennuie, c'est qu'on n'a pas assez de charge de travail. C'est justement, c'est qu'on n'a pas assez de travail. Ça se révèle surtout dans les moments où les entreprises placardisent un employé, par exemple, le mettent de côté, lui donnent de moins en moins de tâches à faire ou des tâches très répétitives, c'est toujours les mêmes, toujours la même chose et donc du coup, ça stimule pas et les personnes finissent par s'ennuyer et ça provoque une fatigue, comme le burn-out, sauf que c'est la fatigue de rien faire, de pas de stimulation, de vraiment on est mis à côté et c'est les symptômes sont les mêmes, sont quasiment les mêmes. Je peux retrouver, je vais trouver une D'accord. définition, mais c'est la même chose. Enfin, Ok. Ok. c'est juste que c'est l'inverse, c'est l'opposé du burn-out, mais le résultat est le même. Ok, Ça ouais. va générer D'accord. un état de fatigue, des doutes sur sa capacité de travail. Parce que justement, on nous retire des tâches. Au lieu de nous en mettre trop, on nous en retire de plus en plus, au point de plus rien avoir à faire. Et ça peut être très, très violent pour la Ok. personne qui le subit. Et pareil, ça se fait sur la durée. C'est pas forcément quand on n'a pas grand-chose à faire pendant une période, c'est pas grave, ça arrive. Mais quand ça dure sur des mois, c'est là que le bore-out se met en place. Où là, comme dans le burn-out, c'est on se retrouve épuisé, dire mais pourquoi je vais au boulot, à quoi ça me sert, je fais rien. Je suis un incapable et puis voilà Et du et ça coup, ça décline. Vaillante, maintenant que tu as dit ça, tu penses que t'en as fait un ou pas? Il me semble parce que, après, moi, je suis plus quand même dans la sphère du burn-out que dans l'autre sens. Ok. Mais dans mon dernier enfin, du coup, à mon dernier travail, c'était un peu compliqué parce que d'un côté, on me demandait de faire mes tâches et on m'en donnait pas d'autres. Donc je les faisais et je m'ennuyais beaucoup, en fait. Après, j'ai une problématique un peu différente des gens. Faut savoir que je m'ennuie très, très vite si j'ai énormément besoin d'être stimulée mentalement, en fait. Et malheureusement, la compta, comme c'est quelque chose de très répétitif,
mon cerveau s'ennuyait très rapidement, en fait. Donc j'étais obligée de faire, mon travail et en même temps, par exemple, d'écouter une vidéo à côté. Mais c'était pas des vidéos, par exemple, j'ai pas d'exemple, mais d'un truc, drôle, voilà, mais ça Oui, pouvait être ça peut être des ouais, podcasts ça pouvait être ou des des trucs jeux. très psychologiques. Oui, voilà, c'est Mmh. ça. En même temps que la compta, parce que j'en avais besoin et en fait, du coup, je pense que j'en ai fait un dans le sens où, parce que le métier ne me convenait pas, parce que du coup, ça me stimulait pas assez, donc je m'ennuyais, mais c'est pas mon employé qui m'a en vrai poussée à le faire. Du coup, on va dire ça comme ça. Parce que je sais qu'il y a des situations où les employés, en fait, veulent se débarrasser les employeurs, Les pardon. employeurs, oui. Oui, Je me j'ai dit disais employés tout à l'heure, mais c'est employeurs. Les employeurs veulent se débarrasser de leurs employés et pour ça, ça peut arriver qu'en fait, simplement, ils ne leur donnent plus de tâches ou très peu de tâches ou des tâches ennuyantes pour qu'en fait, ils l'employé partent. fasse, s'ennuie et du coup fasse c'est comme un Un bore bore-out. un bore-out, voilà, c'est ça. Mmh. Donc voilà, moi je pense que je l'ai fait, mais c'est plus parce que le métier me convenait pas et en fait en parallèle, mon employeur me demandait des trucs, que j'arrivais pas spécialement à faire ou des trucs compliqués, enfin, c'était un petit peu délicat comme situation, quoi. Mais du coup maintenant je sais pas si vous voulez que je revienne, Si, reviens sur ton sur le premier tout premier du coup. burn-out du coup, comment tu l'as enfin, qu'est-ce qui t'a fait dire qu'au bout d'un moment tu l'étais? Et enfin, raconte-nous la situation déjà telle que tu la vivais à l'époque et Oui. ce qui t'a fait te mettre en arrêt en fait. Qui Ouais. Alors, déjà faut savoir qu'à cette époque-là, je travaillais au Grand-Duché du Luxembourg, donc Oui, il faut savoir que Vaillante je est suis belge. belge, c'est ça. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas trop le milieu de travail au Luxembourg, c'est en fait, comme au Luxembourg, on va dire qu'on est très bien payé, sauf qu'en fait, ben, comment dire? Le salaire va avec le travail. Donc si on est mieux payé, entre guillemets, «il faut que le travail, ça suive». Donc fatalement, il y a beaucoup de pression, c'est pas les mêmes conditions de travail. Déjà là-bas, les contrats, c'est toujours en 40 heures. Ça change du 35 heures, même si on se dit: «Oui, c'est 5 heures en plus», mais ça change. Oui, ça fait la Ça fait la différence. différence Mmh. et vraiment, en fait, la pression est totalement différente, surtout dans le milieu financier et donc comme moi, j'étais comptable dans le milieu de la finance, l'un dans l'autre, c'était un peu compliqué. Mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, faut savoir que, comme l'a dit Loli, c'est qu'en fait, comment? Ça vient, petit à petit, en fait, un burn-out et déjà quand j'étais à l'école, aux études et cetera, je me mettais beaucoup la pression et même mon entourage me mettait beaucoup la pression pour me dire: «Oui, faudra que tu fasses attention plus tard parce que la vie, c'est pas facile, il faut trouver un emploi, il faut réussir ses études». Enfin, j'avais déjà, en fait, toute cette pression et du coup, je me la mettais et j'essayais j'étudiais tout le temps, en fait et donc déjà à l'école, je me surmenais déjà et en fait, je suis vraiment restée dans ce surménage et ça a continué de me suivre au travail parce que quand je suis arrivée au Luxembourg, bah, je débutais, mais j'avais en fait cette pression au-dessus de ma tête qui me disait: «Bah, en fait, si je fais pas les choses correctement, j'ai un risque d'être virée, j'ai un risque de ça, de ci, de là, je veux pas décevoir mes profs». Enfin, je me mettais vraiment énormément la pression et du coup, je travaillais plus qu'il ne le fallait et aussi, comme le Luxembourg, n'est pas non plus à côté de la enfin, c'est à côté de la Belgique, mais c'est pas non plus, c'est Pas pas là à à 5 côté minutes, quoi. de ouais. Mmh. Voilà. Pour aller au travail, je mettais 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Donc j'avais, en plus de mon travail, donc mes 8 heures plus 30 minutes de pause, à midi, j'avais encore 4 heures de trajet. Donc je partais de chez moi à 6 heures, je rentrais à 6 heures du soir. Donc j'avais 12 heures sur place, ce qui est beaucoup trop, hein. Faut pas Oui, faut pas se ça c'est mentir. clair. Et en fait, là où, je me suis un peu détendue, c'est parce qu'en fait, il y a eu le confinement et mine de Ah rien, oui. le fait d'être en confinement et d'être en télétravail, ça m'a un peu détendue, mais je vais mettre des guillemets dessus parce qu'au final, ça m'a vraiment fait plonger. Mais au début, ça m'a détendue parce que j'avais plus ce trajet. Donc déjà, j'avais les 4 heures, de route et cetera, de Ouais. fatigue en moins et je dormais plus longtemps, donc ça m'a pas mal aidée. Enfin, en fait, ça m'a aidée oui et non parce que ça a retardé l'échéance, on va dire. Donc peut-être que Oui. si je m'étais arrêtée plus tôt, je serais pas descendue si bas. Je sais pas si vous me suivez? Oui, oui. Et
Du coup, ce qui s'est passé déjà, c'est que, ben, comme j'ai dit, je venais d'arriver à cet emploi-là et ça faisait à peine, je crois 6 mois que j'étais là-bas. Le confinement est arrivé et je me suis retrouvée du coup confinée chez moi à travailler en télétravail avec mon équipe à des kilomètres de moi. On faisait juste des vidéoconférences pour s'organiser et cetera, mais ben, j'avais plus d'équipe en fait. Je devais travailler en solo, je devais me débrouiller, tout ça, c'était très compliqué. Donc il y avait cette charge mentale aussi à me dire, «Oui, il faut que même si je suis plus avec eux, à côté d'eux, il faut quand même que je maintienne, mon niveau de travail, je dois pas me dégonfler» et cetera et cetera. Et l'autre truc qui a joué, c'est que, ben, en fait, comme du coup, on n'avait plus les trajets et ben, comme moi je rentrais à 6 heures du soir et ben, si par exemple, par exemple, quand j'arrivais au travail, j'arrivais vers 8 heures le matin et à 16h30, je coupais mon PC et je partais prendre mon bus. Je Ouais. partais jamais plus tard, ou c'était vraiment très, très rare. Et là, en fait, comme il y avait plus cet aspect, bah, en fait, si je pars pas à 4h30, je loupe mon bus, je me disais: «Bah, si j'éteins le PC à 5h, 5h30, c'est pas grave, en fait. Donc si je suis en retard dans mon travail, tranquille, je peux éteindre plus tard». Sauf que, ben, sur le coup, on s'en rend pas compte parce que, on n'a plus la fatigue des trajets, donc au début, on se dit: «Bah, ça va, je suis moins fatigué, c'est chouette et tout». Mais en fait, au lieu de travailler 8 heures, bah, on en travaille 9 et 30 Oui, c'est un et peu petit à traître, petit le ouais, voilà, travail, c'est ça et ça augmente, en fait. Ça augmente et à puis il y a distance. aussi le fait que comme on travaille dans notre chambre ou dans notre bureau, peu importe, bah, dès qu'on a coupé le PC, en fait, on est toujours dans notre environnement de travail parce qu'il y a plus cet C'est vrai. environnement travail-maison. Oui, il y a pas de coupure. C'est ça et ça aussi, ça rajoute une couche et en fait, petit à petit, je me rendais compte que, ben, j'étais de plus en plus fatiguée alors que je dormais de plus en plus. Même s'il y a des nuits où, bah, je faisais des insomnies, hein, clairement, parce que je pensais trop, je me remettais en question sur tout, je remettais mon travail en question. Là encore, ça touchait que le travail, mais petit à petit, ça finissait par toucher, mes relations, tout et n'importe quoi en fait, même, comment dire? Mes facultés dans mes passions, enfin je sais pas, c'est pas comme ça que je veux l'expliquer, mais par exemple, je joue beaucoup aux jeux vidéo, bah, ça se ressentait en fait dans mes performances en jeux vidéo, on va dire ça comme ça. Oui, bah, Parce c'est que ce vraiment que je remettais tout en question en fait, ça commençait à déborder un peu partout et puis, bah, petit à petit, comme l'a dit Loli, je suis déjà sensible de base, mais c'était encore pire. Là, c'était au point où, je renversais un verre d'eau, je pouvais me mettre à pleurer alors que, bah, voilà, c'est pas grave, c'est un verre d'eau, on essuie et beh, voilà, c'est bon, c'est reparti. Bah, là, non, en fait, vraiment les petites choses, en fait, du quotidien qui, de base, nous passent au-dessus parce que, voilà, c'est comme j'ai dit, c'est pas grave et ben, là, je me mettais dans des états où j'allais pleurer ou alors j'allais m'énerver et là où c'est devenu vraiment hyper problématique, c'est que, je commençais, en fait, à faire des crises de nerfs. Donc s'il y a un truc qui allait pas au travail, je me mettais à taper du poing sur mon bureau, à hurler et cetera, à pleurer, enfin ouais, l'agressivité et comme on l'avait c'est décrit tout ça à l'heure. et là, je me suis dit, en fait, je me reconnaissais plus et je comprenais pas pourquoi je faisais ça. Je pensais que j'étais fatiguée ou que juste vraiment, oui, j'étais énervée et il y a même un moment où je me suis dit: «J'ai des problèmes de colère, en fait, c'est juste moi-même qui a un souci de comportement» et en fait, ben, jusqu'au moment où j'ai fait, entre guillemets, on va dire, «la crise de trop», où j'ai tapé tellement fort sur mon bureau que je me suis presque pété le poignet, en fait. Après, je pouvais plus bouger la Ah main oui. et cetera et que comme, en fait, je vis encore chez ma mère m'a entendue et elle est rentrée dans ma chambre. Alors, faut savoir que j'avais tout retourné, j'avais jeté plein de trucs par terre, j'avais balancé ma chaise, enfin vraiment tout était au sol, ce qui de base je ne fais pas en fait. Je peux m'énerver comme tout le monde, hein, je suis un être humain, mais Mais pas au pas comme point ça. de voilà, c'est ça, pas au point de balancer, mon mobilier par terre et en fait, quand ma mère est rentrée dans ma chambre déjà, elle m'a demandé de me calmer, ce qu'il ne faut pas faire et ça m'a encore plus énervée et en fait, plus elle me disait: «Calme-toi, ça va aller», plus je disais: «Mais non, enfin, tu vois bien que ça va pas, il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas». Enfin, là, en fait, je me rendais compte qu'il y avait un truc, mais j'arrivais toujours pas à savoir quoi, en fait. Je comprenais toujours pas ce que c'était. Juste qu'en fait, ça allait pas, mentalement, j'étais en train de craquer et j'avais l'impression, en fait, de devenir folle parce que c'est vraiment le sentiment qu'on a. C'est on est plus nous-mêmes au point où et on a des comportements qui on a l'impression, bah, ouais, de devenir complètement tarés. Et c'est ce jour-là, la crise était tellement violente que quand ma mère me parlait, j'arrivais tellement plus à suivre ce qu'elle me disait, que j'ai fini, en fait, par me taper la tête contre un mur parce que je voulais que ça s'arrête, en fait. Je voulais parce qu'en fait, j'avais des pensées, parasites, enfin, ça s'arrêtait pas, en fait, ça bourdonnait dans ma tête au point où je voulais juste que je voulais me péter le crâne dans le mur, en fait, voilà, pour, Ouais, que ça parler un s'arrête. peu,
C'est ça, pour être un peu trash, un peu vulgaire, mais c'était vraiment j'avais besoin que tout s'arrête, que ça s'arrête maintenant. Donc bien sûr, heureusement, ma mère était là, voilà, elle m'a fait un câlin et tout et en fait, ce qui m'a soulagée, c'est quand elle m'a dit: «Arrête, on va chez le médecin» et en fait, là, ça a fait un espèce de déclic où je me suis dit: «OK, donc là, on va s'occuper de moi, en fait». Genre, ça y est, genre je peux arrêter. Genre, je peux arrêter de travailler parce qu'en fait, le truc aussi que je voulais qu'il s'arrête, c'était mon travail. Parce que ma mère me disait: «Ça va aller, t'en fais pas» et moi je lui disais: «Non, ça va pas, j'ai pas fini mes tâches. Je dois continuer. Ça va pas, je peux pas arrêter là» Ouais, et au tu en moment où elle boucle. m'a voilà, c'est ça et au moment où elle m'a parlé du médecin, bah, là, j'ai compris en fait: «Arrête, c'est bon, tu peux arrêter de travailler» et donc bah, on a été chez le médecin, j'ai prévenu mes managers et en fait, de nouveau, je reviens un peu sur l'employeur-employé. J'ai l'impression que le burn-out est vraiment pas assez pris encore au sérieux à l'heure actuelle, alors que ça l'est quand même plus qu'il y a des années. Oui, Mais j'ai des petits chiffres, d'ailleurs, je sais pas s'ils sont très fiables, mais j'ai des chiffres, je les citerai après ou je peux les citer maintenant si tu peux comme tu veux. bah, après Vas-y. c'est en France parce que du coup mais là, c'est sur un site qui s'appelle, Medadom. Ça apparemment, c'est un site, qui référence les médecins. Mais du coup, ils font quelques articles et notamment, là sur le burn-out et ils disent qu'en France, les chiffres sont alarmants. Selon une enquête de l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, donc ORCSE, 34 des salariés français seraient en burn-out, dont 13 en burn-out qualifié de sévère, soit plus de 2,5 millions de personnes. Et il y en a des. Enfin, là, ils disent. Là, j'ai d'autres chiffres. Donc voilà. En fait, si j'ai trouvé la source, la source était dite dedans. Là, en 2019, ils disent que 17 des salariés français déclarent avoir vécu un syndrome du burn-out. Et après une enquête récente, le nombre de burn-out sévères continue d'augmenter en France, touchant du coup 2,55 millions de salariés. Le nombre de cas de burn-out en France a doublé en 2021, atteignant 2 millions de personnes. À cause, 2021, c'était le Covid. Hein. Donc ça a fait beaucoup de dégâts. Les cas graves ont augmenté de 25% entre mai et octobre 2021. Ça, c'est quand les soignants toutes les personnes qui n'étaient pas confinées travaillaient et étaient surchargées de travail Mmh. parce que fallait pas s'arrêter. Et Donc près de la moi, moitié. je trouve Oui. ça, je trouve ça fou déjà les chiffres, mais en plus c'est des chiffres selon des sondages où les gens Diagnostiqués comment dire, ou diagnostiqués qui se sont sous ressentis comme ça burn-out. parce que là, qui ont déclaré avoir vécu un syndrome de burn-out. Mais ça date de 2019. Donc Ouais. c'est aussi sur les ressentis. Mais c'est vrai Mm. que diagnostiqués, je pense qu'il y en a beaucoup moins, alors qu'il y en C'est a ouais, plus. Parce que c'est mal vu, en fait, tout magnifique. ce qui est pathologie psychologique ou épuisement comme ça professionnel, c'est extrêmement mal vu dans le monde du travail. Et On ouais, peut j'ai une s'arrêter question quand par rapport on à a ça. pas cassé, mais pas quand on est malade, psychologiquement parlant. Comme Ouais, ça se donc voit pas. ça, c'est pas pris en charge en fait, tout ce qui est. Bah, maintenant, si c'est un peu plus reconnu, D'accord. on peut avoir un arrêt de travail pour burn-out. De toute façon, Ok. l'employeur ne sait pas pourquoi on est en arrêt de travail, que ce soit pour un bras cassé, un mal de Ouais. dos ou pour une pathologie psychologique, psychiatrique. On le sait pas. C'est pas marqué sur. Je crois que même, Ouais. je sais même pas si la Sécu le sait non plus. En tout cas, Si, je sais si. plus. Je Eux, sais ils plus, mais je crois eux, que si, ouais. Je crois eux, que ils le si. savent, oui. Juste l'employeur n'a pas à être au courant en fait. C'est personnel et il n'y a pas de raison qu'il le soit. C'est au choix du salarié de dire ou non s'il veut dire qu'il est s'il est en burn-out, en dépression ou autre. En général, c'est assez peu. On conseille de ne pas leur dire parce que du coup, c'est assez mal vu. Tout ce qui est pathologie psychologique, on a tendance à les négliger et à dire que c'est pas grave et qu'il suffit de faire des efforts. Et non, il y a des Ouais. moments, quand c'est stop en fait. Et tu penses que c'est mal vu parce que les employeurs ils pensent que tu mens ou c'est comment? Bah, comme c'est tout ce qui est pathologie psychologique ou psychiatrique, peu importe, c'est pas très bien reconnu, que c'est pas visible forcément. Enfin, tu le vois un D'accord. petit peu, mais c'est pas visible. C'est pas comme quand tu as un bras en écharpe cassé, Ouais. visiblement, tu peux rien faire. Quand tu te retrouves en fauteuil roulant pour une jambe cassée ou parce que tu as eu un accident et que tu te relèveras plus jamais comme ça. Là, c'est visible. Mais des pathologies psychologiques ou psychiatriques, c'est pas visible, ça se voit pas, c'est fatigué.
Et enfin, c'est de la fatigue, ça va être, enfin, c'est vraiment tellement interne que de l'extérieur, bah, c'est pas bien vu et les personnes ne sont pas renseignées sur ce sujet-là et ils ont tendance à négliger cette partie-là et des fois, les personnes qui sont responsables qui encadrent les salariés, sont même pas parfois formés, enfin, connaissent pas le travail réel, heu et ils pensent que c'est facile, qu'il y a des outils qui peuvent les aider et en fait, c'est pas le cas. Il y a que les Donc, vraiment cadres qui sont juste au-dessus qui se rendent compte, mais quand au-dessus encore, ça met de la pression pour pas que, bah, du coup, ça peut donc là, voilà. on est d'accord aujourd'hui, si quelqu'un se sent vraiment pas bien et a les symptômes du burn-out, on est d'accord qu'il faut pas qu'il hésite à Oui, aller en aller arrêt, consulter son enfin, médecin. aller consulter, Déjà ouais, voilà. consulter son médecin, Ouais, lui poser les questions, enfin lui expliquer sa situation telle qu'elle est réellement, telle qu'il la vit, ok. en essayant de pas minimiser ni de maximiser d'ailleurs. En général, quand vous allez voir votre médecin traitant, si c'est votre médecin traitant, vous avez confiance. Il vous connaît et si vous lui dites, «Non mais je me sens vraiment», enfin, si vous lui dites l'état dans lequel vous êtes, d'office normalement il vous met en arrêt, hein. Là, peu importe le pays, un bon médecin, il vous mettra en arrêt s'il vous voit épuisé. Mais bon là, j'ai lu un article récemment où ils veulent limiter la quantité d'arrêts de travail, des médecins donc alors qu'on est de plus en plus en burn-out, ça l'affiche un peu mal mais bon. Comment ça veut dire qu'ils ont un quota à respecter? Bah, j'ai pas vu passer un article comme ça là-dessus, je peux pas vous Ce serait dire, je horrible de faire ça, hein. Un après, je sais pas quota. si c'est par personne ou si mais je crois que c'est par médecin, donc Non, mais en fait, t'imagines, nous c'est n'importe quoi. oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais il se passe plein de choses qui sont un peu, on a envie de s'arracher les cheveux. Non, mais imagine, il y a Dans 100 notre personnes qui viennent voir le même médecin parce qu'ils sont en burn-out, mais en vrai burn-out. Imagine, bah, il oui, a un quota et il dit, bah désolé, je peux faire que 50 arrêts de travail et après. bah, c'est ça. D'accord, Le ok. problème, c'est pas le nombre. Hmm. Après, c'est vrai qu'il y a il y a aussi des médecins qui donnent des arrêts de travail un peu à tire-larigot et pas seulement parce qu'il y a un burn-out, une dépression Oui, oui, oui. ou autre pathologie Hmm. et enfin, ils sont pas si nombreux, en fait. Ouais. Ils sont pas si nombreux Ouais, faut voir et les conditions il faut faire de ce truc-là. après il y a des enquêtes, apparemment après s'il dépasse ce quota-là, enfin je maîtrise pas très bien le sujet, hein. J'ai vu, l'article passer et je me souviens de ça, donc je pense que c'est important quand même de le dire, mais quand même faites-le parce que si vous le faites pas, en fait, c'est vous qui allez en payer les conséquences. Si vous avez besoin d'aller voir un médecin, vous allez voir un médecin et vous dites votre situation telle que vous la vivez, telle que vous la ressentez et lui vous mettra en arrêt de travail. C'est vraiment important. Si vous négligez votre santé, personne s'en souciera, en fait. Enfin, il y Ok. aura des personnes qui s'en soucieront, heureusement, Bien sûr. mais bon, Et donc, vous êtes les premiers à pouvoir prendre soin de vous, hein. Vaillante, toi, du coup, t'as été soutenue par ta mère Heu, Bah, en fait, ou... pour ma mère, c'était un peu compliqué au début parce que elle a entre guillemets, «elle a toujours travaillé», elle a toujours pris sur elle, en fait et du coup, en fait, ben, elle a fait l'inverse de ce que Loli a dit. C'est qu'elle a pas voulu prendre soin d'elle. Donc même quand ça allait pas, des fois, elle forçait quand même. Mais après, on va dire, la chance qu'elle a eue, c'est qu'elle avait quand même des collègues qui la soutenaient pas mal et moi, dans mes 2 emplois que j'ai eus, c'était pas le cas et déjà, rien que ça, en fait, ça peut aussi pousser au burn-out. C'est le fait qu'au travail, il y a une mauvaise ambiance, qu'on s'entend pas avec nos collègues, que ça n'aille pas, ou qu'il y ait du harcèlement. Ça peut aussi jouer. À l'inverse, si on s'entend avec nos collègues, bah, ça peut aider parce qu'on va se lever et on va peut-être se dire: «Ah, je dois travailler, j'ai ça et ça à faire, j'ai pas envie, je suis fatigué. Ah ouais, mais je sais pas, je dis une connerie, je vais voir Martine et je m'entends trop avec Martine, ça va être génial». Ouais, c'est ça Donc et ça peut aussi beaucoup aider parce qu'il y a cet aspect, bah, en fait, on est une équipe, on est plusieurs. Donc je suis pas seule et à vous faire êtes ça. dans le même bateau, ouais et C'est ça, vous êtes dans le même bateau et du coup c'est ça ça, c'est ça. mobilise. Et comme ma mère, qui maintenant est à la retraite, bah, du coup, comme elle était en fin de carrière, à la fin, elle s'est un peu lâchée et quand elle était fatiguée, elle prenait 1 semaine par-ci, 2 semaines par-là. Que ce soit en congé ou en arrêt, elle se prenait plus la tête, en fait. À l'inverse, où ben, moi, je me mets vraiment la pression parce que je peux pas me mettre en arrêt comme ça tout le temps parce que, ben,
je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup d'années devant moi, je dois entre guillemets «économiser». Après je dis: «Je dois, je machin, je ci», parce que la société l'impose. Mmh. Techniquement, je suis pas obligée de faire tout ça, mais bon, ça c'est un autre débat. Oui. Mais du coup, ma mère a eu un peu du mal à comprendre au début parce qu'elle comprenait pas le fait que, ben, oui, que ça puisse être trop, que je sois fatiguée, ce genre de choses parce que, bah, elle, en fait, ne s'était pas permise de s'arrêter. Ouais, il y a un gros Après décalage voilà, avec c'est les ça, générations ouais, d'avant, quoi. Ouais. c'est ça. C'est ça. Après, c'est sûr que quand, le médecin m'a mis en arrêt, que du coup elle était là, qu'il lui a bien dit que c'était un burn-out et cetera. Lui a tout de suite, dès que je lui ai dit mes symptômes, la fatigue, tout ça, faut aussi savoir que j'avais des symptômes physiques comme, pareil Loli l'a dit, au début. C'est typiquement par exemple, j'avais une tendinite à l'épaule, à force d'être tout le temps crispée. OK. J'avais, mal au dos. J'avais Exact. énormément de problèmes d'estomac au point où, j'avais 3 ulcères, c'est énorme en fait. On se rend pas compte, mais c'est pas normal en fait de faire 3 ulcères comme ça juste à cause du stress. Et quand moi on m'a dit que j'avais des ulcères, sur le coup, je l'ai un peu pris, par-dessus la jambe. Mais en fait, pareil, quand on en a reparlé avec le médecin, il m'a dit: «Bah, en fait, ça aussi, c'est des symptômes du burn-out parce que tu es tellement stressé que, ben, tu fais des ulcères, ton estomac en fait, il en peut plus». Bah, ton Et corps et réagit, en fait. c'est ça, Quand je tu mangeais réagis pas plus, au niveau psychologique, ton corps réagit à la place. c'est ça. Je mangeais plus, je tombais souvent malade, plus que d'habitude, ce genre de choses, en fait. Et mais du coup, bah, je suis revenue, du médecin et ben, en fait, j'ai une amie qui est venue chez moi, ça aussi, ça m'a pas mal soutenue. Mais le Ouais. truc qui s'est passé, c'est que même le lendemain, quand elle était chez moi et ben, malgré le fait qu'elle soit là, donc en fait, que j'avais un soutien moral, une personne avec qui, quand je suis d'habitude, je rigole tout le temps et ben, je faisais que pleurer. Je savais plus quoi faire d'autre, en fait. C'était pleurer, pleurer, pleurer et quand ma mère a vu que, bah, je faisais que pleurer et cetera, là, elle a compris et elle est venue près de moi et elle m'a dit: «T'en fais pas, tu vas te reposer, ça va aller, tu vas te refaire et on prendra le temps qu'il faut». Là, je pense, en fait, elle a compris, mais elle a compris parce qu'elle a vu qu'en fait, mentalement, c'était plus possible, en fait. Vraiment, c'était je pleurais tout le temps, je mangeais quasi plus et j'étais plus comme d'habitude, en fait. Oui. Et là, Ouais, ouais, donc OK. là, elle l'a compris. Après ça, OK. comme j'ai dit, bah, c'est un peu un conflit enfin, comme tu l'as dit plus tôt d'ailleurs, Ouais, c'est un de peu un conflit génération. de génération. Mais parce que, par exemple, mes amis proches, eux, ils m'ont dit, «Ouais, il était temps que tu t'arrêtes». Parce qu'eux, en fait, ils le savaient depuis longtemps et ils avaient beau me dire, «Là, tu forces, tu en fais trop et tout». Je les écoutais pas parce que pour moi, c'était C'est ce que normal, je en disais. fait. Mmh. C'est non, je fais mon travail, je fais ce qu'il y a à faire parce que si je le fais pas, personne le fera. Ce qui est faux. Je vais peut-être dire un peu triste, mais personne n'est irremplaçable en soi et surtout dans le monde du travail. Donc si notre tâche est pas faite, qu'on a besoin de se mettre en arrêt, faut le faire parce qu'au final, notre employeur, il va employer quelqu'un d'autre, même si c'est un remplaçant, peu importe, mais les tâches, elles seront faites. Avant qu'on soit là, quelqu'un faisait nos tâches. Donc il faut jamais se mettre en tête qu'on est indispensable, sauf si on est indépendant, c'est encore différent. Là, je parle plus dans un aspect, société, hein. Oui, Mais évidemment. voilà, on n'est jamais réellement indispensable à notre boîte. C'est un peu triste parce qu'on aimerait bien parfois se dire, «Ouais, je suis indispensable, sans moi la boîte elle coule». Bah oui, mais non. Tu n'es pas indispensable. Si tu t'en vas, il y aura quelqu'un d'autre qui va te remplacer et heureusement parce que du coup, ça veut dire que tu as le droit, si ça Prends ne va soin de pas, toi. de te reposer. Exactement, c'est ça. Mais du coup après pour tout ce qui est ressenti vraiment, quand j'ai appris pour le burn-out et cetera, j'étais un peu dans le déni parce que, bah, j'avais un peu du mal à comprendre, à me dire que, bah, j'étais tombée si bas en fait, on va dire ça comme ça et il y avait une grosse part de culpabilité parce que je me sentais mal en fait de plus pouvoir rien faire, de plus être comme avant, de plus être, effective, on va dire ça comme ça. Donc Ouais. je culpabilisais beaucoup sur ça. J'osais même pas en fait faire des trucs que j'aime parce que, bah, déjà j'avais plus envie de rien et même quand parfois je me disais: «Je vais quand même, faire ça parce que j'aime bien faire ça», je le faisais pas parce que enfin je le faisais mais je culpabilisais. Donc je le faisais pas longtemps parce que je me disais: «Oui mais normalement je devrais être en train de travailler». Donc c'est très compliqué mentalement en fait parce qu'on a du mal à se reposer. On doit se reposer mais quelque part on se dit: «Oui mais normalement je suis pas censée être comme ça, je suis pas censée faire ça, c'est pas dans mon caractère, je suis pas comme ça». Et donc ça, c'est très compliqué, surtout au début. À un moment, on finit par l'accepter, mais au début, c'est très dur et pareil, le fait de se dire:
OK, là, je vais mal, c'est aussi très compliqué à avaler parce que, ben, à la base, on allait bien, enfin, on pensait qu'on allait bien et en fait, la cassure, elle se fait progressivement, mais le moment où on craque, c'est vraiment, c'est comme si on marche dans une forêt et d'un coup, il y a un trou, en fait et on tombe dans le trou et voilà, on est tombé, point. Il y a pas de: «Je me rattrape à une branche», non, c'est là, tu tombes et tu te fracasses sur le sol. C'est vraiment hyper violent, en fait, parce que c'est progressif, mais une fois qu'on tombe, ben, voilà, c'est vraiment la chute libre, quoi. Après, bien sûr, il y a plus qu'à remonter, hein, puisqu'on peut pas tomber plus bas en soi, mais sur le coup, ça fait vraiment mal parce qu'on s'y attend pas. On s'attend pas à ce que la chute, ce soit vraiment, d'un coup et heu et après, petit à petit, on le prend en considération, on comprend. Mais moi, s'il y a un truc que vraiment je me souviens, c'est que, quand je rigolais, parce qu'il y avait quand même des moments où j'arrivais à m'amuser un peu avec mes potes parce que j'essayais en fait de vraiment rester entourée de mes amis parce que Mmh. je voulais pas me renfermer sur moi-même. Je sais qu'il y a des gens qui le font, c'est pas un mal non plus, hein, c'est de nouveau, c'est chacun, chacun fait comme il peut en fait. Mais moi, j'essaie vraiment de garder un lien avec mes amis. Mais le truc, c'est que quand je rigolais avec eux, je me sentais pas légitime de rire Ouais. parce que je savais que ça allait pas et du coup, je rigolais, mais j'avais ce sentiment que, bah, pourquoi tu rigoles en fait? C'est pas bien, tu peux pas rire et limite des fois quand je rigolais, je me mettais à pleurer après, enfin, c'était Ouais, un parce peu, que c'est ça, ouais, bah, c'est le problème, quand on n'est pas bien, on n'a pas le droit d'aller bien, par moment. Alors que c'est la ça, vie, elle est comme ça, en fait. Il y a des moments où on va bien et des moments où on va moins bien. Et ce qui fait qu'on va de plus en plus mal, qu'on va mal, quand on n'accepte pas les moments où ça va pas. Et quand ça va c'est pas, on exactement n'accepte ça, pas les moments où ça va bien. Parce qu'il y a des moments comme ça, en fait, et c'est normal. La vie est comme ça. c'est ça. Mais, après voilà, en fait, ce qu'il faut avec un burn-out, c'est vraiment du temps, décrocher totalement de son travail parce que, le problème, c'est que le moindre commentaire que quelqu'un va nous faire vis-à-vis du travail, que ce soit notre employeur si jamais il prend contact avec nous ou que ce soit un ami ou un proche, peu importe et ben, en fait, tout de suite, ça va nous faire Réagir. replonger dedans, ça va nous refaire culpabiliser et cetera. Donc il faut vraiment, se détacher du travail. C'est le truc à faire. C'est vraiment ne plus penser au travail, s'en détacher complètement et puis, bah, après voilà, il reste que le temps, en fait. Petit à petit, on finit par un peu moins culpabiliser. Comme l'a dit Loli, avoir un suivi psychologique, c'est très important aussi. Ça aide beaucoup, pour comprendre, comment, on en est arrivé là, les symptômes, en fait, un peu dans le sens: «Il s'est passé ça, ça et ça, donc si la prochaine fois je vois qu'il commence à se passer ça, je saurais que faut que je m'arrête», par exemple. C'est ça. Donc ça pour ça aussi, c'est très important d'avoir un suivi et donc oui, petit à petit, on déculpabilise, on recommence à faire ce qu'on aime, bah, dans mon cas, je recommençais à manger parce que, bah, je mangeais plus et notre santé, ben, ça va un peu mieux, on recommence à avoir des nuits un peu plus sereines mais là, en fait, où faut faire attention, c'est que faut pas se dire: «Bah, ouais, là, je m'amuse, je recommence à rigoler». Admettons que ça fait un mois qu'on est en arrêt. C'est bon, ça va mieux, je peux repartir au taquet. Mais en fait, non, parce que de nouveau, ça dépend de l'intensité du burn-out, mais en général, un burn-out, ça met 3 à 6 mois, voire plus pour, partir totalement. Même si ça part jamais réellement totalement, mais j'y reviendrai après et du coup, bah, au bout d'un mois, même si on sent que ça va un peu mieux, bah, en fait, il faut faire attention parce que, ben, ça va mieux, mais c'est pas non plus, voilà, Bah, on peut pas selon les personnes, si par exemple, quand tu es en burn-out et que tu commences à te sentir mieux et cetera, si l'idée de retourner au travail te génère une angoisse énorme, te donne envie de pleurer, de t'énerver, te donne une émotion très intense, mais négative, c'est qu'il faut pas y retourner, en fait. voilà, ça c'est d'office. C'est que ton inconsciemment, ton corps, enfin, te procure de l'angoisse, donc c'est que non, en fait, ça va pas. Tu penses que ça va, mais ça ne va pas. C'est ça. Mais après voilà, c'est de nouveau, ça dépend un peu de la situation de chacun parce que, bah, il y en a qui ont leurs enfants et cetera, enfin, bref, ça dépend et là où en fait ça peut devenir pervers, on va dire, c'est que si on pense que là c'est bon, ça va, tout va bien, je peux y retourner et qu'on y retourne alors qu'en fait, c'était pas le moment et bah, sur le moment, oui, ça va aller parce qu'on est un peu reposé, on a fait des trucs qu'on aimait, Mmh. voilà, donc ça passe. Mais bah, petit à petit, on se remet dans le même engrenage, en fait. On commence à fatiguer, puis on commence à être irritable, puis de plus en plus sensible
Et en fait, Ça revient. c'est ça, et j'ai déjà discuté avec des gens qui ont aussi fait un burn-out et ils ont eu un peu le même discours que moi, c'est qu'on a l'impression que c'est jamais vraiment parti, dans le sens où quand on voit que ça revient, enfin, on le sent beaucoup plus vite, en fait. Là, on y est beaucoup plus sensible. Dès qu'on Ouais. commence un peu à craquer ou à se sentir un peu fatigué, un peu en surménage, on le sent direct. Et moi, ce que j'ai fait quand j'ai senti que ça revenait, je me suis remise en arrêt parce que je voulais pas, repartir, je voulais pas que ça recommence en fait, à ce point, même si je me suis mise en arrêt, mais vraiment à la limite parce que de nouveau je refaisais une crise en fait. Ouais. Et sauf que je me suis mise en arrêt avant de retourner ma chambre comme la première fois, quoi. Oui, parce que tu Mais avais senti que tu étais en train de reglisser, quoi. oui, voilà, c'est ça, je Comme l'avais tu vu, je l'avais l'avais déjà vécu, du coup, mais c'était quand même déjà trop tard. Tu étais déjà quand même dans un état c'est d'épuisement, ça. assez massif. Et du Et coup, puis, bah, là, re c'est à quel moment on sait qu'on peut y retourner vraiment, où on C'est sait c'est qu'on est... propre c'est propre à chacun, mais je pense que c'est quand on se dit que quand on arrive à repenser au travail, sans que ça nous mette dans un état, de détresse Anxiété. absolue. De Ouais. détresse, dans tous les sens. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de la terreur, de l'angoisse, enfin, de détresse où quand on y repense, ça va, ça va. Malheureusement, quand on a commencé un burn-out dans un environnement de travail, l'idée d'y retourner en général, on a toujours cette angoisse-là, Ouais. malgré tout. Et souvent, ce qui est préconisé, c'est soit de faire un aménagement de poste, mais donc du coup, faut que pour faire l'aménagement, c'est ce qu'il disait, hein, dans ce que j'ai lu tout à l'heure, mais ça, faut que l'équipe de travail, les médecins et cetera communiquent. Travaillent ensemble pour le bien-être du salarié et malheureusement dans la société actuelle, ce n'est pas le cas. Si tu reviens au travail, tu reviens avec la charge de travail que tu avais en partant. Sauf quand tu es dans un environnement de travail, où les personnes sont bienveillantes, mais parfois le travail s'accumule et en fait, des fois, ils sont tous sur la corde raide et du coup, l'empathie, elle est plus tellement là, quoi. D'accord. Oui, il y a ça aussi qui joue beaucoup. Ok. Mais et du coup, bref, bah, là, en fait, du coup, c'est ce qui s'était passé. J'avais changé d'emploi après mon deuxième burn-out et Oui, quand je suis retournée au travail, en fait, le problème aussi qu'il y a eu, c'est que j'y suis de nouveau retournée 1 mois après, donc ce qui n'était pas assez. Mais comme j'ai dit, comme j'avais changé d'emploi, ça m'a quand même beaucoup aidée parce que c'était pas le même environnement, pas la même chose, pas les mêmes collègues et cetera. Ce qui fait que ça a aidé. Après, voilà, moi je me suis rendu compte qu'au final, c'était le métier globalement qui ne m'allait pas et que du coup, peu importe, que je change de boîte pour refaire comptable, bah, je finissais quand même par être surchargée mentalement parce que, il y avait quelque chose qui allait pas. Donc bah, du coup, j'ai refait un burn-out 1 an plus tard et pour des sauf raisons un peu différentes, oui, mais c'était un toujours, peu différent. Mais là, je me suis vraiment arrêtée dès que je l'ai senti. Enfin, ouais. j'ai pas fait une grosse crise de colère, mais j'ai fait une crise d'angoisse, ce qui est pas ouf non plus, mais c'est quand même un peu moins, enfin, je préfère faire une crise d'angoisse que faire une crise de colère, parce que je sais que la crise de colère après me procure quand même de l'angoisse, donc l'un dans l'autre, Ouais. voilà. Mais du coup, quand j'ai vu que je faisais une énorme crise d'angoisse et que le travail me donnait trop d'angoisse, j'ai mis un stop et je suis retournée de nouveau chez mon médecin qui m'a dit en fait tout simplement, ben, c'est toujours le même burn-out en fait et sauf que comme tu fais jamais assez de temps d'arrêt, ça peut Mmh. pas partir. Donc Non. cette fois, on va vraiment te mettre en arrêt, mais beaucoup plus longtemps. Donc là, ça fait environ 3 mois que je suis en arrêt, si je dis pas de bêtises, je crois. Un peu Oui, moins, 2 mois et demi, je pense oui, et c'était en mars, on est en juin. Tu te rappelles si c'était fin mars ou début mars c'était ou? 31 mars, je me souviens, le Oui, 31 mars. c'était la fin, ouais, donc du coup, C'est ouais, 2 ça, mois et donc demi. 2 mois et demi. Et après aussi ça, Loli a dit que c'était pas pour tout le monde, mais moi mon médecin m'a dit que là, cette fois, il préférait me mettre sous traitement médicamenteux parce qu'en fait le souci qu'il y a eu avec les burn-out, c'est que ça m'a causé de l'anxiété généralisée et du coup là les médicaments aident parce qu'il y a pas que le repos à prendre en compte, il y a le fait que, ben, il y a l'anxiété qu'il faut soigner en plus de l'épuisement total, en fait. C'est Donc ça. mais bon, après ça c'est voilà, c'est Mais c'est c'est propre à propre à chacun. chacun. Quand je dis la médication Ça, est pas obligatoire, c'est dans le cas du c burn-out, c'est pas une obligation. c'est ça. Mais si tu as d'autres
troubles qui s'ajoutent, enfin d'autres problématiques qui s'ajoutent au burn-out, bah, faut aussi les prendre en compte. Parce que si tu soignes que le burn-out, mais que tu laisses de côté l'anxiété ou la dépression ou d'autres troubles que tu peux avoir, même juste des troubles physiques, des problèmes physiques, mais que tu les laisses de côté parce que tu t'es occupé que du burn-out, bah, en fait, tu vas te retrouver encore dans le burn-out plus tard. Ouais. En fait, quand tu es en burn-out, c'est qu'il y a un état général à prendre en compte et donc il faut soigner l'ensemble. Si tu ne soignes qu'un truc, ça tiendra pas. C'est Il y a ça, tout qui est exactement. corrélé en fait. Et c'est pour ça que c'est propre à chacun. Il faut s'écouter soi et exprimer vraiment ce dont on a besoin. Et si on ne sait pas, ben, on se tourne vers des personnes qui peuvent nous accompagner pour savoir ce dont on a besoin. Un psy moi je suis psychopraticienne, mais ça marche aussi avec les psychologues ou les psychiatres. Eux sont habilités quand même à vous accompagner dans cette démarche-là. Et les médecins également. Les médecins, si vous connaissez pas de psy ou de psychiatre les médecins, ils connaissent parfois des personnes, des psychologues ou des psychiatres, Oui, oui. ils peuvent vous orienter vers eux. Alors, les psychologues ne sont pas remboursés, enfin, en tout cas en France. En Belgique, je crois que si, mais je suis pas sûre. Je sais pas. Les psychiatres, je suis sûre que c'est remboursé. Les psychiatres, mais les psychiatres sont des médecins, donc Ouais. d'office, ils sont remboursés. Les psychologues, Mais j'avoue les que psychologues, je non. sais pas. En tout cas, en France, ils sont pas remboursés. Ils essayent de mettre en place un truc, mais bon, voilà, je vais pas épiloguer sur le sujet. C'est pas le propos de notre émission. Mais vraiment, c'est important de prendre quand on décide de prendre soin de soi, que ce soit à cause d'un burn-out ou de toute autre problématique psychologique, bah, il faut prendre l'état d'ensemble et pas juste une partie. Oui. Il faut vraiment Et voir l'ensemble de notre situation et voir ce qui va pas. Parce que là, on est concentré sur le monde du travail, mais il n'y a pas que le monde du travail aussi. Il y a aussi si on n'a pas de soutien au niveau familial, au niveau amical, ou même enfin, de couple, enfin, même si son ou sa partenaire n'est pas réceptif ou minimise ce qu'on traverse, etc., bah, on s'en sort pas non plus en fait. Donc c'est c'est important ça. pour les personnes qui se rendent compte que leur partenaire ou un membre de leur famille se retrouve dans cet état-là, c'est important d'être compréhensif et d'être à l'écoute de la personne. Euh, c'est compliqué, hein, c'est pas toujours facile parce qu'on est des fois aux prises avec nos propres problématiques, mais c'est quand même important. Quand vous vous rendez compte qu'une personne de votre entourage ne va pas bien, prenez le temps de l'écouter. Si vous n'êtes pas en état de l'écouter, vous avez le droit aussi de l'exprimer, dire écoute, je vois que ça va pas, je l'entends, mais je suis pas en état de t'aider comme tu en aurais besoin là. Et vous trouvez des solutions ensemble. Mais c'est Oui. important de prendre en compte déjà son état à soi et de prendre en compte l'état de l'autre et surtout de ne pas culpabiliser l'autre. Oui, ça, c'est très, très important parce que, c'est ce que ma mère faisait au début, en fait. Ouais, J'ai Et mon père aussi. Et du coup, ben, la déjà qu'on culpabilise tout seul parce que, ben, oui, on se sent inutile, on quitte notre travail et cetera. Alors si en plus il y a quelqu'un qui rajoute une couche et qui nous culpabilise, là bah c'est c'est pas ça, possible en fait. On peut pas ça peut pas guérir en fait, ça va juste empirer ou surtout stagner, qu'on enfin culpabilise pardon pour la formulation. Bref, On on cuque. culpabilise déjà on culpabilise déjà nous-mêmes, en fait, qu'on nous dise des évidences sur, «Ouais, mais il faut que tu fasses ci, faut» et surtout éviter de mettre la pression aussi sur la personne de: «Faut que tu oui, trouves autre chose, faut que tu fasses ceci, faut que tu fasses cela». Laisser à la personne le temps dont elle a besoin pour faire les démarches par elle-même. Si elle a besoin de faire des recherches d'emploi ou d'essayer de se remettre au travail par elle-même, c'est elle qui donnera le tempo. Si vous essayez de lui mettre la pression pour qu'elle le fasse, ça marchera pas. Et c'est ouais, ça le problème aussi de la société, c'est que la société, elle est très maltraitante à ce niveau-là, parce on nous pousse à aller très vite et donc à négliger des parties de nous-mêmes, alors qu'on en a besoin, quoi. Notre santé psychologique, on en a besoin, sinon on ne fonctionne pas bien. Et oui, négliger ça, ça fait partie de la santé, en fait. Et voilà. Alors, on se soucie de la santé physique des personnes, des fois pas tout le temps, mais au moins on s'en soucie. Mais on se soucie pas assez de la partie psychologique de la santé des personnes. Et faudrait bien ça serait bien que ça change. Et c'est pour ça qu'on fait aussi cette émission. C'est pour permettre de donner des clés aux personnes qui sont dans ces situations-là, de trouver des moyens de s'en sortir et d'expliquer aussi aux personnes à leur entourage, si elles sont elles-mêmes victimes, bah, que voilà, c'est ça qu'elles traversent. Mais également aux personnes qui se rendent compte que leur proche est victime de ce problème-là, de leur montrer par exemple cette vidéo
pour qu'elles prennent conscience de leur état. C'est pas facile de prendre conscience, comme tu l'as dit, Vaillante. Au début, tu étais dans le déni, tu voulais pas voir que tu allais pas bien. Oui. Mais quand le médecin te l'a dit, tu as vu cette phase de déni et puis tu as fini par l'accepter. Et l'acceptation du fait que ça allait pas, ça allait vraiment pas, ça t'a aidé à aller mieux en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai Reconnaître, qu'au ouais. début, c'est très compliqué, quoi. C'est pour ça que c'est bien d'être entouré et d'entourer de personnes bienveillantes et très à l'écoute. Bah, en fait, un peu comme l'a dit Loli juste avant, il faut absolument, s'écouter, écouter son corps aussi parce que si on s'écoute pas, ben, mentalement, on va dire ça comme ça, notre corps, en fait, va forcément finir par nous le dire et écouter aussi nos proches parce que même si, peut-être pas spécialement les parents parce que c'est pas la même génération, mais en général, les amis Ouais. qui du coup sont dans la même génération, enfin on va dire des amis de la même génération, eux en général nous voient et nous connaissent et eux, seront peut-être un peu plus enclins à remarquer qu'on va pas bien et à nous le dire et à nous le faire comprendre et Allez du voir un coup, bon ouais, médecin. c'est ça, il faut pas hésiter à aller voir un bon médecin. Surtout si jamais, ça aussi c'est très important, si vous allez voir votre médecin parce que vous sentez que ça va pas et que votre médecin vous dit: «Oui, ben, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le travail et machin», changez de Allez voir médecin. un autre médecin. Allez voir un autre médecin. Vraiment, il faut C'est ça, pas mais ça, hésiter. c'est valable pour tous les professionnels. Ouais, Si un professionnel minimise votre ressenti, fuyez en fait. Allez c'est voir ça, quelqu'un d'autre, ou ne tient pas compte de ce que vous dites, ne vous écoute qu'à moitié, allez voir un autre professionnel. c'est ça. C'est qui vous convient pas en fait. Faut fuir. Heu, c'est ça. Et sinon, ben, bah, que de toute façon, ça va aller en fait. C'est pas non plus enfin c'est comment dire? J'ai pas envie de minimiser, mais en général, si on va voir un bon médecin, qu'on s'autorise à se mettre en arrêt, qu'on se laisse le temps, qu'on est bien entouré, tout ça, ça peut que finir par aller bien, en fait. C'est juste C'est il ça. faut accepter de se donner le temps, de se reposer, parce que je crois que c'est ça, au final, le plus dur à accepter, c'est le fait de se reposer. C'est ça et une fois qu'on a accepté ça, qu'on le fait vraiment, pas juste, 1 mois ou 2 Et se et reposer, ben c'est pas que au niveau du travail, c'est aussi à la oui, oui, maison. De laisser un peu de pour tout, déléguer un peu les charges pour pouvoir se soulager soi-même. c'est ça. Si on a C'est envie de rien vraiment faire, on important. fait rien C'est ça. Alors, déléguer les charges et quand quand t'es tu es seul, avec c'est plusieurs compliqué. personnes, quoi. Oui, Parce que évidemment, mais quand quand t'es tu vis seul, seul, tu as parfois quand même de l'entourage, tu peux demander de l'aide à tes proches ou à ouais, tes amis ou tu peux trouver des solutions. C'est ok, plus compliqué, c'est vrai, mais c'est faisable. Il y a toujours des ouais, solutions. Il y a toujours Oui, des solutions. Mais c'est vrai que quand on est ok. dans la tête dans le guidon, c'est compliqué. Mais si on peut après, déléguer, si vous pouvez déléguer, faites-le. c'est ça. Mais après, si on est seul et que voilà, sur le moment même, on n'a pas envie de faire le ménage, tranquille. Voilà, Voilà, c'est chez ça devait être vous, un vous êtes taudis, tranquille, mais voilà. Heu, vous c'est avez aussi, et si vous avez des enfants, bah, vous vous occupez de vos enfants, mais vous enfin, trouvez un moment pour, s'occuper de prendre vous, soin quoi. de vous, vraiment. C'est ça. Si vous avez encore les grands-parents, si vous avez des personnes qui peuvent s'en occuper, vous pouvez les mettre dans la nou chez une nounou, faites-le. Ça vous libérera du temps pour vous-même, pour respirer, souffler. Et c'est pas parce que vous déléguez cette tâche de parent que vous êtes des C'est mauvais vrai, parents. Au contraire, c'est si vous continuez, si vous insistez sur le fait de: «Mais non, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, c'est mon enfant, c'est ma responsabilité». Oui, mais si vous êtes dans un état de fatigue, épuisé, ça risque de rejaillir sur votre enfant. Et je dis pas ça pour vous culpabiliser, je suis moi-même maman, donc je connais très bien ça. Et c'est vrai que quand on est fatigué, bah, c'est important de savoir, s'arrêter. Et avec des enfants, c'est compliqué, mais si on peut déléguer, si on a l'entourage qui peut le faire, faites-le. Et n'oubliez pas, il y a toujours des professionnels, il y a des assistantes maternelles, il y a des nounous, vous avez des amis aussi. Il faut pas hésiter à solliciter, même si ça vous gêne, même si vous avez l'impression de déranger, bah, ouais, mais à ce moment-là, vous en avez besoin. Et c'est comme ça aussi que vous reconnaîtrez les personnes sur lesquelles vous pouvez compter ou pas. c'est ça, C'est exactement. vrai. Donc voilà, je Ok. pense que c'est tout, c'est tout ce que et du courage. Faut aussi souhaiter beaucoup de courage, Oui, Ben, on te ça aux souhaite personnes dans aussi, Vaillante, surtout à toi. merci. ouais. Beaucoup de courage à toi et de toute façon, je pense que tu es sur la bonne voie pour t'en sortir. On n'a pas parlé de la trop de
de ton burn-out actuel, mais je crois que tu es bien entourée et de ce que tu m'avais dit Oui, oui. en off, donc ça va aller beaucoup mieux. Bah, déjà, ça fait 3 mois et même si tu as besoin de plus, prends plus. Je crois aussi en off, tu m'avais dit que tu voulais aussi, que tu allais peut-être, toi-même changer de profession justement parce que du coup toi, donc bah, Oui. tu cherchais à peut-être changer carrément de voie parce que comptable, Bah c'est bien, mais ça te convient pas. et c'est ça aussi que du coup je pourrais dire en dernier, c'est que si on se rend compte en fait qu'il y a aussi cette part de, ben, en plus j'aime pas ce que je fais, bah, il faut pas hésiter à faire une reconversion, de nouveau, peu importe, à Oui, il y l'âge a à laquelle beaucoup on d'aide. fait. Il y a Il y a beaucoup pas d'âge d'aide, pour faire une reconversion professionnelle, c'est ça. oui, il y a beaucoup d'aide, enfin, oui, exactement. Et puis il y a pas de Et honte non plus à non, accepter le c'est fait sûr. qu'on veut changer de profession, quoi. Voilà. Il De faut toute façon, suivre ce qu'on a j'avais lu envie. un sondage comme quoi maintenant, bah, ils savent qu'il n'y a plus personne qui se voit 20 ans dans la même entreprise faire la même chose. Les gens aujourd'hui, ils ont besoin de changement, ils ont besoin de faire. C'est impossible maintenant de. Sauf si vraiment t'es passionné et que tu recherches pas de travail, mais je pense que maintenant on a vraiment un besoin d'aller voir ailleurs et on suit nos envies surtout, et je pense que c'est important. Ouais. Oui, Ouais, il y c'est a de ça essentiel. aussi. Mais suivre, nos envies, mais surtout nos besoins. Parce que, les envies, c'est bien, mais il y a des envies qui sont pas réalisables. Alors que les besoins, on peut toujours les satisfaire. Mais c'est important de savoir les écouter. Ça marche. Bah merci, merci Loli en tout cas. Bah, de J'ai rien. bien aimé cette émission. Oui, c'était très intéressant finalement, Tu as appris des choses? enfin finalement, je le savais que ça serait intéressant, oui. Oui? Tu allais dire, voyons? J'ai dit: «Tu as appris des choses?» Oui, Ouais, ouais, de fou. c'est ça. De fou. Bah, c'est le but Donc de cette merci beaucoup. émission, c'est que vous appreniez des choses, que vous ayez des éléments pour comprendre votre vie et savoir se demander de l'aide et savoir où demander de l'aide, en fait. Parce que j'ai cité beaucoup les psychologues et les psychiatres, mais il y a des très bons coachs aussi en développement personnel qui sont très à l'écoute, très bienveillants et qui sauront vous accompagner aussi tout aussi efficacement qu'un psychologue. Donc, vous cantonnez pas au métier classique, hein. Il y a des très bons professionnels ailleurs. Méfiez-vous des charlatans quand même. Mais les Oui, charlatans, on les repère assez vite, hein. Les charlatans, ils sont souvent, enfin, ils vous font pas du bien. Donc, alors que quand vous tombez sur un bon professionnel, même s'il a pas un titre, comme moi, je suis psychopraticienne, je suis pas psychologue, mais j'ai quand même une licence de psychologie, donc je sais de quoi je parle. Mais ça peut faire peur, le fait que je n'ai qu'une licence, que j'ai pas de titre de psychologue. Pourtant, voilà. En tout cas, mes patients se sont jamais plaints de moi jusqu'à aujourd'hui. Donc, Ok. jusqu'à aujourd'hui. Du coup, maintenant, je vais aller me plaindre. voilà. Ouais, Donc, bah, je pense on va s'arrêter, on va arrêter Ouais, l'émission ça va ici. être Merci Vaillant d'avoir participé avec nous, d'avoir fait ton témoignage qui était très, ouais, très merci intéressant beaucoup. et C'est trop très cool. constructif, enfin très bien construit, hein. Je pense que ça va apporter beaucoup C'est d'éléments aux personnes qui verront cette vidéo. très bien Merci raconté Tiz surtout. aussi. Super. Oui, bah oui, oui, oui. ah bah, merci, Non mais avec merci à plaisir. toi, merci à vous deux. C'était trop cool. Bah Merci à toi Tiz d'avoir été c'est mon bien de. co-animateur parce que ça m'a soulagé que Pas de tu sois là. souci. Pas de souci. Même si on a pris 2 heures à faire le. Oui, à faire la préparation de la vidéo. Mais au moins on fait un truc Au utile moins, on et fera ouais, et un truc bien. on sert la nation. C'est Oui, ça. exactement. Merci Loli. Bah, merci pour tout. Merci à vous qui regarderez la vidéo. N'hésitez pas à la partager, la commenter, la liker. Et, allez voir aussi les autres vidéos de la nouvelle team qui font enfin, nouvelle TV plutôt. La nouvelle team tout court aussi, hein. Ils font vraiment des trucs, des trucs très intéressants sur plein de thèmes différents. Nous, ça sera plutôt axé psycho, mais si vous voulez juste vous fendre la boire, il y a d'autres émissions qui sont faites pour, hein. Donc, n'hésitez pas à les checker, à les regarder et aussi regarder les autres émissions du Standard, hein, parce que maintenant ça devient la mienne. Mais il y a eu 3 autres émissions, une où j'ai été invitée et 2 autres avant, qui étaient aussi très intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller les regarder également. Mais regardez Prenez bien soin de vous ceux qui arrivent. et oui, Ils sont très bien oui, faits. n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne et à mettre la petite cloche, pour voir les prochaines émissions, que ce soit la mienne ou celle des autres membres de la nouvelle team. Et Ça marche. voilà. Prenez soin de vous Ciao. surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide et voilà. Au revoir. Au revoir. Salut.